On en arrive à un sujet d'actualité qui a fait la une de la presse la semaine dernière, celui qu'on a appelé l'égorgeur de Gaillac, qui a tué une mère de famille, a été jugé pénalement irresponsable. Il n'a donc pas été envoyé en prison, mais il est retourné en hôpital psychiatrique. À partir de quand la justice considère-t-elle les assassins comme irresponsables? Regardez le reportage de Julien Dugast, on en parle après avec la fille de la victime. Merci Guillaume, merci Marc. Le 10 février dernier, Bouaza Benoaoui, après 3 jours de procès, est acquitté du meurtre de Francine Roch. L'homme jugé pénalement irresponsable a été interné d'office. Pour les proches de la victime, cette décision est difficile à accepter. Le premier problème posé par cette affaire, c'est qu'il a fallu 3 ans et plus de 7 expertises psychiatriques pour déterminer la folie de cet homme qui a tué par 22 coups de couteau. Souvent, les médecins psychiatres sont d'accord sur le diagnostic. Par contre, qu'est-ce qui sous-tend? Quelle est la motivation de l'acte criminel? Est-ce que c'est le délire? Est-ce que c'est la folie? Ou est-ce que c'est quelque chose un petit peu de logique, comme quand on s'énerve entre deux personnes? C'est pas toujours facile de trancher, finalement, ce qui est la racine émotionnelle d'un passage à l'acte. Et c'est là qu'est le débat. Cette expertise est déterminante puisque selon l'article 122.1 du Code pénal, dans nos sociétés, on ne peut juger les fous. N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La conséquence est soit, comme dans l'affaire Benoaoui, une décision d'acquittement prononcée par la juridiction pénale, soit un non-lieu prononcé par le juge d'instruction qui prive les victimes d'un procès. Une des solutions, ça serait déjà d'inscrire au casier judiciaire qu'il y ait eu quelque chose et qu'on fasse jusqu'au bout le procès. Jusqu'au bout, qu'il y ait un vrai procès. Et puis après, effectivement, et en même temps, qu'il y ait une injonction thérapeutique. Une injonction thérapeutique, voici le second problème soulevé par cette affaire. L'état de notre système psychiatrique qui compte seulement 400 places en France pour les fous dangereux. Entre 1994 et début 2003, le meurtrier de Francine Roch a été hospitalisé à 11 reprises. Pourtant, à chaque fois, le schizophrène paranoïde avait été relâché sans aucune garantie qu'il continue son traitement. Il y a une difficulté, c'est celle de savoir quelle est, au-delà de leur responsabilité personnelle lorsqu'elle est inexistante, le problème est réglé, quelle est celle qui incombe à l'administration, aux services médicaux, à ceux qui n'ont pas perçu suffisamment à temps qu'il y avait un danger social à relâcher la personne. Quand la justice déclare un accusé pénalement irresponsable, c'est ensuite aux médecins de décider de la remise en liberté éventuelle de leur malade. Il peut alors arriver qu'un ancien tueur fou soit relâché dans la nature après seulement quelques mois d'hôpital. Mais ce cas reste rare, d'autant plus rare que depuis 20 ans, l'irresponsabilité est très exceptionnellement retenue. En 1980, elle était prononcée dans 17% des affaires criminelles contre 0,05% aujourd'hui. L'une des raisons de cette évolution, depuis 1993, la notion d'altération du discernement a été ajoutée. Elle permet de juger des gens partiellement malades, mais n'est pas une vraie solution. Après avoir payé leurs dettes à la société, ces personnes à moitié folles sont généralement remises en liberté. Lorsque la personne est déclarée responsable ou partiellement responsable, ça veut dire qu'elle peut être jugée, donc elle peut être condamnée. Se pose à ce moment-là le problème de sa prise en charge en prison et de son suivi à la sortie de prison. Et là aussi, les structures sont en France très insuffisantes. Donc ça pose un véritable problème à la fois de sécurité publique d'ailleurs et puis de prise en charge individuelle des personnes. Et on ouvre donc le dossier de la responsabilité pénale avec vous, Stéphanie Roch. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes donc la fille de Francine Roch qui a donc été assassinée, dont le meurtrier a été jugé, donc déclaré pénalement irresponsable. Bonsoir monsieur, vous êtes Christian Stavovski. Oui. Vous avez monté une association, vous êtes le coprésident de l'association Delphine Sandrine. Vous avez beaucoup soutenu Stéphanie dans le procès. Votre histoire personnelle est un peu liée à tout ça, puisque vous, votre fille Sandrine a été tuée d'une balle dans la tête il y a 7 ans et demi par un homme qui a ensuite bénéficié d'un non-lieu sur la base de ce fameux article 122.1 contre lequel vous vous battez l'un et l'autre. Alors on va parler de ça, de l'irresponsabilité pénale. Tout d'abord, on va revenir sur ce qui est arrivé à votre maman, si vous voulez bien Stéphanie. Comment vous l'avez appris, ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et comment vous avez réagi quand on vous a dit que cet homme-là était malade, en fait, il a été, sur ce procès-là, jugé malade par le juré. Ceci dit, il y a beaucoup d'éléments qui sont très troublants et qui, pour moi, me laissent penser qu'il est responsable ou en partie responsable.
Alors, les jurés sont prononcés sur la base d'enquêtes psychiatriques, mais on va revenir donc, au 24 février 2003. 2003, quand j'ai appris... Vous étiez toute jeune, vous aviez quel âge? J'avais 24 ans, mon frère 19 ans, donc très très jeune. Quand on l'a appris... Votre mère s'est fait poignarder dans la rue, dans le dos, à plusieurs reprises. Égorgée. 4 fois le couteau égorgée. Elle a essayé de marcher sur 20 mètres, et puis elle est tombée, et puis elle est morte dans son sang, quoi. Immédiatement, on vous a dit que cet homme-là était mentalement dérangé. Il disait, lui, très vite que des voix l'avaient poussé à tuer quelqu'un pour sauver le monde et pour délivrer l'humanité de l'enfer. C'est horrible, mais manifestement, elle est tombée sur un fou, quoi. Non. Il y a plusieurs expertises qui se contredisent et qui sont en désaccord. Ceux qui l'ont expertisé les premiers le disent responsable de ces actes. Ceux qui l'ont expertisé quelque temps après, donc 1 an et voire plus, les 2 autres le disent responsable. Donc au départ on le dit responsable et après irresponsable. Mais quand vous avez vu qu'il a fait par exemple 11 séjours dans un hôpital psychiatrique et qu'on l'a déclaré schizophrène paranoïde, ce qui est l'une des maladies les plus terribles, ça vous inspire quoi? Vous dites quoi? On aurait dû le garder dans un hôpital psychiatrique, ça, c'est sûr. C'est ça pour vous le problème, c'est plus celui-là, non? Ceci dit, on l'a fait sortir 3 semaines avant qu'il tue ma mère en disant il n'est plus dangereux et il est guéri. Bon, ce qu'il y a, c'est que M. Benaoui, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler monsieur, mais bon, en temps correct, c'est un grand drogué, c'est un gros toxicomane. C'est-à-dire que dès l'adolescence, il a commencé à consommer des drogues douces comme le cannabis et très rapidement, il est passé aux drogues dures. Donc pour vous, il n'est pas irresponsable dans le sens où pour vous, il n'est pas fou, il est responsable d'avoir pris de la drogue et d'avoir agi sous l'emprise de la drogue. Pour vous, c'est ça, quoi. Oui. Il y a des experts psychiatres qui nous ont dit que ça amenait à des hallucinations et ça pouvait développer des maladies comme la schizophrénie. Est-ce que vous comprenez, si vous sortez de votre terrible drame, que des gens... supposez pas celui-là, peut-être que ce que vous dites est la réalité, je n'en sais rien, mais des gens comme ça qui seraient malades, qui seraient schizophrènes, on ne parle pas de drogue, etc., n'aillent pas en prison, mais aillent plutôt dans un hôpital psychiatrique. Ça, vous le comprenez. Je le comprendrais si on nous assurait qu'il y ait une peine minimale ou que ce soit pendant 20 ans, 30 ans, on l'enferme. Une sorte de peine de sûreté. Le problème, c'est qu'il faut des moyens pour ça. Vous, Christian Savosky, cet article, donc 122.1, vous ne le réfutez pas en bloc. Vous comprenez bien qu'il y a des gens pour laquelle la prison n'est pas adaptée simplement. C'est sûr, c'est pour ça qu'on a présenté avec notre avocat Maître Benayou un dossier qui circule en ce moment entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et qui sera certainement débattu avec lui-même d'ici certainement avant même la fin du mois. Mais vous demandez quoi concrètement? Ce que l'on demande déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut regarder ce que vous appelez les fous, ce que nous on appelle les malades mentaux, parce qu'on ne veut pas forcément juger les fous. Mais il faut savoir que dans la vie, ils ont des droits et des devoirs comme vous et moi. C'est-à-dire que s'ils font une peine, ils peuvent aller au tribunal de police. Bien sûr. Ils peuvent aller aussi en correctionnel. Mais comme vous et comme moi, mais pas comme vous et comme moi, ils ont le droit de tuer en toute impunité. Pas en toute impunité, monsieur. Si derrière ils sont envoyés dans un hôpital psychiatrique. Combien de temps, monsieur Fauché? Donc le problème est là, c'est peut-être des moyens pour ce qu'on appelle des asiles. Vous avez vu, le psychiatre de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis témoigne et dit la prison a endossé une vocation asilaire perdue par les hôpitaux psychiatriques. Il faudrait restaurer le sens premier du mot asile, à l'image de l'idée d'asile politique. Aujourd'hui, il y a une grande partie des malades mentaux qui souffrent et qu'on n'est pas capable de faire vivre en société. C'est tout à fait vrai. Mais je vais vous dire que les fonds existent, que l'État fait un choix actuellement. Que ça soit la droite, la gauche, c'est pas là le problème. Du reste, nous sommes une association toulousaine où nous avons en vice-présidence des élus de droite, de gauche, des membres du Parti communiste, socialiste, etc. C'est pas ça le problème. Voilà, donc le choix, vous dites que politiquement, les choix en quoi les politiques ne font pas ce choix-là, de mettre des moyens? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'actuellement, un malade mental, j'ai encore eu un monsieur Trabuc qui m'a téléphoné hier soir, son papa est assassiné à coups de hache, le malade mental est 3 fois récidiviste. Est-ce qu'on sait ce que ça coûte à l'État, les indemnisations? C'est-à-dire que l'État aujourd'hui préfère provisionner des indemnisations chaque année pour indemniser les victimes plutôt que de travailler en amont et d'encadrer ces victimes. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de suivi pour encadrer ces malades. Exactement. Vous avez les cas de l'Allemagne, du Canada, où vous avez un véritable suivi des malades. Les malades vont en hôpital psychiatrique. Les psychiatres eux-mêmes vous disent, d'abord, il faut savoir une chose qui est importante que disait M. Debré, c'est que ces malades, du moment qu'ils bénéficient des responsabilités
responsabilité pénale, même en étant 3 fois récidivistes, ils ont un casier judiciaire qui reste vierge. Si demain l'assassin de la mère de Stéphanie, elle le croise dans la rue, parce qu'il ne reste pas plus d'1 an, et ça je peux le prouver aussi, hein, par exemple, croise dans la rue, permettez-moi, je finis, elle le croise dans la rue. Si elle le traite d'assassin, cet homme a le droit de la poursuivre et de lui demander des indemnités, même s'il a tué 2-3 fois. Christian, vous, l'assassin de votre fille, il est toujours enfermé ? Il est décédé. Il est décédé. Et il est décédé dans un hôpital psychiatrique à la 12 ans, dans un semi-hôpital psychiatrique. Donc il n'a pas été remis en liberté. Il n'a pas été réellement remis en liberté. Est-ce que vous êtes entendus l'un et l'autre par les pouvoirs publics ? Qui vous voyez ? Oui, alors nous avons été... moi, je me bats depuis donc, le 18 décembre 1998, à la sortie du tribunal, où on m'a dit que je n'aurais pas le droit à une procédure. J'ai été entendu à force par la presse très rarement. Vous êtes la première presse pratiquement nationale à nous recevoir. J'ai été entendu par les pouvoirs publics. Oui, j'ai été écouté par le ministre, par un conseiller de Père Ben à l'époque, qui a poussé ce dossier un petit peu, le garde des Sceaux. Donc aujourd'hui, vous réclamez quoi ? D'être entendu par le cabinet de Pascal Clément, quoi. Voilà, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Du reste, vous avez actuellement, j'ai été reçu, invité par M. Bernard Debré à l'Assemblée. J'ai pu rencontrer plusieurs députés. Vous avez actuellement 150 députés qui réclament, comme nous, cette modification de l'article. Donc en tout cas, vous vous mobilisez là-dessus, Guy ? Oui, juste une question. Quand on libère, quand ces gens-là sortent de l'hôpital psychiatrique, est-ce que pour vous, c'est vraiment dû à un manque de moyens ou c'est parce que les gens considèrent, je parle des médecins, des psys, qui considèrent qu'il est guéri ? Là-dessus, très vite, là-dessus, justement, un coup il est guéri, c'est comme dans le cas de l'assassin de la maman de Stéphanie, un coup il est guéri, mais 3 semaines après, il est de nouveau malade. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un véritable suivi. Mais quand le libère, en tout cas, on le considère comme guéri. Stéphanie, pour terminer, est-ce que vous pouvez faire appel ? Il y a un SMS qui est passé là qui demande ça. Est-ce que vous pouvez faire appel de la décision de justice ou alors vous avez épuisé tous les recours ? Oui, parce qu'il a prémédité et il est toxicomane et donc la toxicomanie, ça amène à ça. Donc il est responsable. Donc ça va. On le dit responsable, mais... Merci en tout cas l'un et l'autre. Merci l'un et l'autre de votre témoignage. Merci Stéphanie, bon courage à vous. Merci Christian, merci beaucoup. Voici ce qui nous attend dans la dernière partie de l'émission.